Vous êtes tous au courant que nos fameux sénateurs, hein, ce que j'appelle les gens qui sont à la maison de retraite, hein, c'est des gens que Faure Gnassingbé a désignés, hein, qui sont à la maison de retraite, tranquilles, hein, qui vont bouffer l'argent du Togo et qui vont se faire payer tranquillement, hein, pendant que nous n'avons pas d'hôpitaux, pendant qu'on n'a pas de plateau technique relevé, pendant qu'on n'a pas de bourse pour les étudiants, on n'a pas de bourse pour les élèves, on a les écoles qui sont décoiffées par je ne sais pas comment dire ça, par les intempéries. Je voudrais demander à la technique de passer l'école primaire de la résidence à Tablibo. Hein, c'est une école primaire dont les toits ont été décoiffés cette semaine par les premières pluies qui sont tombées dans la partie méridionale du Togo. Il faut passer cette image-là avant. Voilà, il faut passer cette image-là avant la photo de Bari Moussa Barké. Et donc, cette école qui est totalement décoiffée, on n'a pas l'argent pour réparer les écoles, pour équiper les lycées scientifiques de laboratoire, pour équiper l'université de laboratoire. Mais on a de l'argent pour payer des sénateurs, des vieux qui ont eu toute leur carrière dans le régime, qui devaient normalement être à la retraite, se reposer tranquillement. On leur crée une maison de retraite et on essaie de les parquer là-bas pour qu'il y ait moins de bourdonnement. Vous savez, dans le système de la mafia, les gens se tiennent jusqu'à mort. Voilà, ça c'est une école à Tablibo, l'école primaire de la résidence à Tablibo, dont le toit a été décoiffé par un vent violent cette semaine. Nous sommes à Tablibo, école primaire de la résidence à Tablibo. Nous sommes dans une zone minière. On a au moins ici 3 ou 4 entreprises qui exploitent les mines dans ces localités-là. Voilà les écoles qui ont été décoiffées par un vent violent cette semaine à Tablibo. Et voilà dans quelles conditions on attend. Hein, là, maintenant, on attend qu'on cherche les moyens pour aller acheter des tôles pour refaire les écoles. Et pendant ce temps, on a de l'argent pour entretenir des vieux pépés et des vieilles mémés, ou je ne sais pas comment on les appelait, qui ont passé toute leur vie à faire des dégâts économiques, à être impliqués dans les dossiers de corruption, à voler de l'argent, à détourner des milliards. Et ces gens-là, on va les parquer dans une maison de retraite qu'on appelle le Sénat, et tout le monde est tout souri. Et ça, c'est le Togo, ça. Ça, c'est à Tablibo. À Tablibo, on a au moins 3 usines de cimenterie. L'école n'est même pas clôturée, les travaux ont été mal faits, et première pluie, premier vent, tout est parti en fumée. Et voilà le Togo profond qu'on ne montre pas souvent. Et quand vous montrez ça, on dit, ah voilà, il ne faut pas montrer ces endroits-là. Et ça s'est passé cette semaine. Hein. Ça s'est passé il y a 2 ou 3 jours à l'école primaire de la résidence à Tablibo. C'est comme ça que l'école s'appelle, l'école primaire de la résidence à Tablibo. À 75 km de Lomé, comme quelqu'un le dit dans les commentaires. Je ne pense même pas qu'on est à 75 km de Lomé. Voilà. Voilà dans les conditions dans lesquelles nos enfants étudient. Et voilà. Donc, merci à la technique. Vous pouvez enlever la vidéo. Et je vais poursuivre mon allocution. Donc, voilà. Finalement, on a eu un bureau de Sénat composé d'individus dont on peut facilement faire le portrait. Mais celui qui nous intéresse le plus dans cette histoire-là, je lui avais déjà consacré un live, c'est Bari Moussa Barké, l'insubmersible Bari Moussa Barké, l'homme qui a été cité dans tous les scandales financiers au Togo, depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour, et qui n'a jamais été inquiété. En fait, avec celui qui a été enterré il y a quelques jours là, ce sont les disques durs en matière de magouille, de fraude, de corruption, de détournement de milliards. Ce sont les vrais dépositaires de secrets des Gnassingbé. Donc les Gnassingbé ne peuvent jamais se séparer de ces gens-là. Et autant avec le père que le fils, il y a eu énormément de choses qui ont été faites ensemble qui font que Faure Gnassingbé ne peut jamais se séparer de quelqu'un
comme Bari Moussa Barké parce qu'il a besoin de les tenir jusqu'au bout. Il sait que ce sont des gens qui sont assez âgés et qui, par la sélection naturelle, vont partir peut-être bientôt ou bien pas très longtemps. Donc, il a besoin de les garder jusqu'à ce qu'ils ne partent dans la tombe avec tous les secrets de la République. Et donc, de temps en temps, il flatte leur ego, il leur donne un peu de responsabilité pour leur dire « Ouais, papa ne vous a pas oublié, moi aussi, je ne vous ai pas oublié. Il faut qu'on soit ensemble, il faut que vous soyez fidèles jusqu'au bout. » Alors, moi, je ne vais pas refaire le parcours de Bari Moussa Barké ici. Tout le monde le connaît, en tout cas, peut-être les jeunes. Mais c'est quelqu'un autour duquel on a construit un mythe. Hein? On a construit un faux mythe, comme les attentats de Sarakawa et tout ce que vous savez là, que quand il a étudié en Europe, à la Sorbonne, on a écrit sur le mur de la Sorbonne, quand vous arrivez, que faites comme Bari Moussa Barké. Bon, ceux qui sont en France, beaucoup sont allés à la Sorbonne, ils n'ont jamais vu ça nulle part. Il n'y avait rien comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on nous a dit, quand on était au cours primaire, qu'il y avait un Togolais tellement intelligent. Il était plus intelligent que Einstein. Voilà. Donc, mais on n'a jamais vu ce qu'il a inventé. Il était tellement intelligent que quand il a fréquenté chez les Blancs, il dépassait les Blancs, même les Blancs étaient derrière lui. Et à la fin, quand il a eu les diplômes, on a écrit sur la Sorbonne, faites comme Bari Moussa Barké. Bon, les gens qui sont en France là, vous avez vu, ceux qui vont à la Sorbonne, vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu, on a écrit sur un mur quelque part là-bas, que faites comme Bari Moussa Barké. Zéro cocorico. Tout ça, c'est des trucs qu'on a inventés pour construire des mythes. Et à la fin, ces gens-là, ils sont arrivés de l'extérieur, ils n'ont servi qu'à plomber leur pays, à détruire leur pays pendant toute leur carrière. Et ils continuent de faire des trucs pendant que les jeunes sont en train de souffrir et tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, Bari Moussa Barké, et je vais évoquer deux faits majeurs. On connaît son rôle dans les phosphates, je vais évoquer ça tout à l'heure. Au port autonome de Lomé, je vais évoquer. Au ministère des Finances. Partout où il est passé, on connaît les dégâts qui ont été créés par Bari Moussa Barké. Et il fait bien d'être discret parce que celui qui est mêlé à ce genre de choses ne fait pas de bruit pour que, au moins au niveau de la République, on puisse un peu l'oublier. Voilà. Et donc, le premier sujet sur lequel je voudrais évoquer le cas de Bari Moussa Barké, c'est la lagune de Lomé. Vous savez que Bari Moussa Barké, il est hydraulicien. Il est hydraulicien. Vous savez, sur les questions de l'assainissement, il y a plusieurs secteurs. Les questions liées à la maîtrise de l'eau, au secteur de la je ne sais pas comment ils appellent ça. Sur le point de l'hydrogéographie, il y a plusieurs spécialistes. Vous avez les géomorphologues, vous avez les hydrologues, vous avez les hydrogéologues, vous avez les hydrauliciens, et vous avez, il y a encore un qui m'échappe là. Donc, Bari Moussa Barké n'est pas ingénieur des ponts et chaussées, il est hydraulicien. Et dans ce cadre-là, c'est lui qui a eu l'idée et qui a soumis cette idée à Yadema d'assécher la lagune de Lomé avec Feu Gachem Ivedor, qui était lui le chef d'arrondissement hydraulique de la ville de Lomé. C'est les deux qui ont eu cette idée funeste. C'est une idée funeste qui crée jusqu'à ce jour les problèmes à la ville de Lomé, les problèmes d'inondation qu'on a dans la basse ville, c'est-à-dire les quartiers qui sont comme les quartiers de Hanoukope, Nikonakwe, Moutier V, jusqu'à Koré-Siwa. Et tout ça, c'est parce qu'on a asséché la lagune que tous ces quartiers sont inondés. Et c'est Bari Moussa Barké qui a eu cette idée et qui sont allés chercher cette entreprise hollandaise qu'on appelle Boka, qui a eu sa base vie à Côte-d'Ivoire pour assécher la lagune. C'était une idée des plus farfelues qu'on n'a jamais connue. Vous avez vu déjà au Ghana, on a asséché la lagune. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, on a asséché la lagune. Vous avez vu à Cotonou, on a asséché la lagune. Non. Mais au Togo, ils ont convaincu Yadema que le seul moyen je sais pas de faire quoi, c'est d'assécher la lagune. Et Yadema, lui, il voyait que le côté sécuritaire de la chose. C'est pour ça que, comme Yadema vivait au camp hérité, ils ont asséché la lagune jusqu'aux alentours du camp hérité. Parce que ils ont convaincu Yadema que si la lagune était praticable dans toute sa largeur,
les terroristes ou les gens qui ont de mauvaises idées vont nager pour venir l'attaquer au camp RIT. Donc, vous allez constater que la zone qui a été la plus asséchée, c'est à partir de Bonké jusqu'au niveau du camp RIT, et puis on s'est arrêté là-bas. Si aujourd'hui, la grande partie de la ville de Lomé, en tout cas la partie ancienne, est inondée, c'est le résultat de ces gens-là. Lui et Feu Gachin Mivedor. C'est eux qui ont fait ça et qui ont englouti des milliards. Et si le fait d'assécher la lagune était une bonne idée, pourquoi aujourd'hui on fait le 4e lac? Pourquoi on recreuse Lomé? Si l'idée d'assécher la lagune était une très bonne idée, pourquoi aujourd'hui, à certains endroits, on rouvre la lagune? Puisque le 4e lac, c'est une ouverture du lit de la lagune. On a réouvert le lit de la lagune en mettant le 4e lac. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'eau n'arrive pas à circuler et que Lomé est inondé. Ça, c'est un de leurs résultats. Et le dimensionnement même, le circuit même de l'adduction d'eau à Lomé, c'est lui qui a eu ces idées-là et qu'aujourd'hui, la plupart des quartiers de Lomé ne sont pas desservis par la TDE parce que les châteaux sont mal positionnés, il n'y a pas l'eau qui vient dans les robinets, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, c'est lui. Et donc, tout ce qui est les mines, l'énergie, l'eau, c'est lui qui a contrôlé ce secteur pendant au moins 40 ans, avec toutes les magouilles qui ont suivi. Mais si vous parcourez Lomé jusqu'à Saint-Cassé, vous ne verrez nulle part où M. Bali Moussa Barké a installé une usine pour employer des gens, a installé ne serait-ce qu'une petite savonnerie pour exploiter les gens ou bien pour employer les gens. Les gens qui sont sortis la dernière fois à Mandouri pour organiser une marche là, la question qu'on devait leur poser, Bali Moussa Barké qui était un hydraulicien, est-ce qu'il a au moins fait beaucoup de forage pour régler le problème d'eau qui se pose dans la région des savanes, où les gens vont chercher de l'eau dans les rivières? Nous avons fait plusieurs articles, on a fait plusieurs dossiers de la région des savanes où les gens vont dans les rivières qui sont asséchées pour aller chercher de l'eau. Et pourtant, lui, c'est un hydraulicien. Il devait avoir la solution. Voilà. Donc, il y a ça, il y a ce dossier-là, mais il y a aussi le dossier de la privatisation de l'IFG, de l'OTP à l'IFG. Et ce dossier de la privatisation de l'IFG et de l'OTP à l'IFG, il y a 18 ans, j'avais traité ce dossier de façon assez professionnelle. C'était le temps où il n'y avait pas encore, je ne sais pas s'il y avait déjà Facebook, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux dont les gens ne s'informaient pas, parce que j'avais réussi à mettre la main sur l'audit. Je ne sais même plus où je l'ai gardé, dans mes déboires, je ne sais pas où je l'ai gardé. J'avais mis la main sur l'audit de l'IFG, et dans ce dossier-là, les personnes les plus incriminées à l'époque, dans le dossier, l'échec de la privatisation de l'OTP à l'IFG, les 3 figures emblématiques qui étaient au cœur de ce scandale, il y avait Faure Gnassingbé, qui était conseiller de son père, qui n'était pas encore rentré au gouvernement, il y avait Charles Debache, le constitutionnaliste mercenaire, et il y avait Bali Moussa Barké. Et donc, lorsque le conflit a paralysé le fonctionnement de l'IFG, parce que les Juifs tunisiens qui ont investi dans la filière pour relancer la filière ont mis 20 millions de dollars. Donc, cet argent, une grande partie de cet argent a été détourné. Et ça a créé des conflits internes. Et finalement, ils sont allés à la justice et la justice a mis la société sous administration provisoire. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça s'est terminé, l'échec de la privatisation de l'ETP à l'IFG. Et donc, les 20 millions de dollars ont disparu comme par enchantement. Et donc, quand le conflit a éclaté, et il y a des gens qui étaient très furieux à demander à ce qu'on puisse lui faire le point de la situation. Et donc, quand ils sont allés à la justice et que le tribunal a mis l'IFG sous administration provisoire, la justice a nommé à l'époque le colonel, je ne sais pas s'il était commandant ou capitaine, Panassa Awoki. Je pense qu'aujourd'hui, il est colonel. C'est lui qui est l'ambassadeur du Togo au Ghana. Voilà. Et actuellement, c'était... je ne sais pas s'il était commandant à l'époque ou capitaine, mais c'est lui qui a été nommé par la justice pour gérer provisoirement l'OTP. Et dès que lui il arrive à la tête de l'OTP, comme toute administration provisoire, il fait un audit.
Et les résultats de l'audit sont tellement accablants. Et lorsqu'on a présenté les résultats de l'audit à Yadema, Yadema était dans tous ses états et il voulait arrêter les auteurs de ce scandale-là, en commençant par Barké et Debache. Debache, lui, il était français, donc il était plus ou moins un peu protégé. L'ambassadeur de France à l'époque à Lomé, je ne sais même plus comment il s'appelait, est intervenu dans ce dossier-là pour calmer la colère de Yadema. Et Barké, Bari Moussa Barké était en France, il se soignait, et il devait rentrer, et ils avaient prévu de l'arrêter s'il rentre. Parce que, justement, il était très impliqué dans cette affaire-là, et l'audit a montré que c'est eux qui se sont partagés les sous. Et donc, finalement, il rentre au Togo, et c'est lui qui confie que il n'était pas le seul à bouffer les sous, et que le fils même du patron, c'est-à-dire Faure Gnassingbé aussi, avait pris une grande partie des sous. Vous voyez les secrets qu'il est lié. Et c'est dans la foulée de ces événements-là, c'est dans la foulée de cette affaire-là, des sous disparus à l'IFG et tout ce que vous pouvez imaginer, qui se fait poignarder de façon aussi mystérieuse par son neveu. Et l'histoire autour de cet incident est assez profond. Et donc, il se fait poignarder par son neveu. Et donc, après, donc, il y a eu cette administration provisoire. Donc, les Juifs tunisiens ont été écartés de la gestion. La justice a choisi Panassa pour gérer la filière. Et dès que Faure devient ministre, je pense en 2003, dès que Faure devient ministre des mines, postes, équipements, et je ne sais pas, il avait un grand ministère en 2003 quand il est rentré au gouvernement. La première personne que Faure limoge dans les phosphates, c'est le colonel, c'est le commandant Panassa. Parce que c'est par lui que le malheur est arrivé. C'est-à-dire c'est lui qui a fait l'audit et qui a permis à Yadema de savoir que l'argent a été détourné par ses collaborateurs immédiats, donc les 3 personnes que je vous ai citées là. Et donc, quand Faure devient ministre, il limoge immédiatement Panassa. Et Panassa n'a plus eu une véritable ascension dans sa carrière. Il limoge Panassa et il le change par Charles Takou, quelqu'un qui était proche de lui. Il limoge immédiatement Panassa parce que c'est par Panassa que l'audit est arrivé, que le scandale a éclaté. Et donc, il limoge Panassa et il le remplace par un de ses amis fidèles qu'on appelle Charles Takou, qui lui aussi, je pense, n'a pas fait plus de 3 ans à la tête de l'IFG avant que Faure ne devienne président de la République. Et comme ils savent qu'ils ont fait les magouilles à l'IFG, ils ont changé le nom de la société qu'ils ont appelé désormais SNPT. C'est comme ça que c'est passé. Donc, c'est un dossier que je maîtrise très bien parce que je l'ai traité il y a au moins 18 ans. J'avais eu la chance d'avoir ce rapport-là, ce audit-là, et qui impliquait ces trois personnalités. Il y avait des remous autour de Yadema qui étaient fâchés, qui voulaient les arrêter. Et donc, ce n'est pas surprenant que Faure Gnassingbé puisse garder le plus longtemps possible autour de lui Bari Moussa Barké, qui est son conseiller, qui est chancelier de la République et qui est maintenant président du Sénat, parce que ce monsieur, il possède énormément de secrets, tout comme Bagna aussi qui est décédé, sur les biens de la famille Gnassingbé, comment ils se partagent les sous, comment les fonds ont été détournés et tout, et comment ils se sont enrichis. Le pétrole gate que nous avons traité et qui a fait énormément écho, mais l'interface, c'est Bari Moussa Barké. L'interface directement des Adjakli, c'est Bari Moussa Barké. C'est lui qui était leur interface à la présidence. C'est lui l'interlocuteur à la présidence. C'est à lui qu'ils allaient rendre compte. Et le fils de Bari Moussa Barké, qui s'appelle Yakin Barké, son fils est dans le CSFPPP. C'est-à-dire la structure qui s'occupe de l'importation du pétrole, du carburant au Togo. Le fils du Barké était aussi membre de cette commission-là. Je ne sais pas si il est toujours, mais il était dedans et veillait sur les intérêts de son papa. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est ces gens-là. Il y a l'exploitation de la mine de fer de Bangeli avec la société MM Mining. Il faut lire les rapports de l'ITIE. Il y a les rapports de l'ITIE de 2000 ou 98 ou peut-être même avant, qui ont parlé de cette société-là, dirigée par, je pense, un certain Roupani, qui ont détruit toute la zone de Bangeli là-bas, qui ont exploité la mine de fer
qui ont convoyé les fers à l'extérieur du pays, qui ont détruit l'environnement, qui n'ont rien fait là-bas pour les localités. Je demande à la technique de nous passer la mine de Banjoli, parce que j'ai une photo de cette mine-là, qui est abandonnée, les routes qui sont en mauvais état, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau. La route qui passe par Banjoli et qui va vers le Ghana, l'état de la route, dans une zone où on a exploité le fer pendant 10 ans ou 15 ans. Je demande à la technique de nous passer ces images-là et vous allez voir, la mine de Banjoli, à quoi elle ressemble. Et puis elle est totalement abandonnée. L'Indien qui avait géré cette mine-là, je pense qu'il doit s'appeler, je ne sais pas, Rupani quelque chose, c'est quelqu'un qui a fait aussi des dégâts sur le plan environnemental. Il a coupé les arbres, les tecs et tout ça. Et lui aussi, un beau matin, il a disparu. C'était un protégé aussi débarqué. Est-ce qu'on peut avoir les images de la mine de excusez-nous du nouveau format, hein, ça nous permet de vous montrer les choses avec immédiatement, de vous montrer les choses, de projeter des images pour vous dire, voilà de quoi on parle, voilà ce que cette zone est devenue, et voilà. Merci à la technique pour la diligence. Les images sont en téléchargement. Et voilà. Voilà le site de Banjoli où on exploitait le fer. Donc ça, c'est le site est abandonné. Les voitures, tout ce que vous voyez là, c'est à l'abandon. Il faut défiler d'autres images. Tout ça là, c'est à l'abandon. Et cette mine a exploité pendant plus d'une dizaine d'années. Et par ce réseau mafieux-là, qui avait des liens très, très, très étroits avec le conseiller à la présidence, M. Badik Moussa Barké, vous ne pouvez rien faire au Togo dans le domaine des mines sans passer par Barké. C'était lui. Et lui, il est en fait le relais, c'est la dernière personne que vous voyez avant les Nyasingbe, parce que c'est Fort qui est derrière, mais c'est lui que vous voyez. Donc, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui décident qui doit avoir tel permis, qui ne doit pas l'avoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que dans le domaine des mines et de l'énergie, la plupart des gens qu'on a positionnés pendant longtemps sont des gens de la localité de Barké. Les Damipi, les Bengbertal, tous ces gens-là, c'est eux qui les positionnaient autant à l'énergie et aux mines pour contrôler le secteur. Donc, il y a d'autres photos qu'il faut que la technique passe. Il faut zapper cette première photo-là. Vous passez les autres photos. Et ensemble, ils ont fait tous les dégâts. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec Contour Global. Si aujourd'hui, on a des problèmes en termes d'électricité, c'est aussi eux. C'est ce réseau-là avec les Damipi, tout ça. Et les Damipi, ce sont les fioles de Barké. Ce sont les fioles de Barké. Donc, même jusqu'à l'OTP, puisque ils ont aussi leurs éléments qui aujourd'hui continuent de détruire la société des phosphates à travers les contrats de sous-traitance, les contrats de livraison, la livraison de gasoil. Vous connaissez les sociétés Somayaf et tout ça. Ces gens-là, ils sont arrivés au Togo pour pouvoir prendre des gros contrats et livrer du fuel et du gasoil. Au niveau de la SNPT, c'est beaucoup d'argent. C'est ces gens-là qui s'en occupent. En tout cas, ils prennent une part du marché. Pendant ce temps, les Togolais sont là, ils voient juste quelques stations d'essence, ils ne savent pas que derrière ces stations d'essence-là, c'est des gros projets que ces gens-là prennent au niveau des phosphates et les gens, ils se partagent l'argent entre eux. Et donc, voilà comment le Togo est géré. Et c'est ces gens-là qui ont créé des dégâts économiques pour notre pays pendant des dizaines d'années, qui se retrouvent à la tête du Sénat. Si la technique peut continuer par nous passer les images de Banjoli, on en a vraiment besoin pour ceux qui nous suivent actuellement, les images de Banjoli. Et donc, voilà, moi quand je parle, j'essaie de vous dire clairement comment les choses sont passées, parce qu'il y a une génération de jeunes qui ne connaissent pas ces gens-là, et quand on vient parler d'eux, les gens sourient, les gens crient, les gens les applaudissent, les gens ne savent pas que leur souffrance aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui en sont en partie responsables. Ce sont ces gens-là qui ont créé des dégâts sur toute la chaîne des valeurs de notre pays et qui font que notre pays aujourd'hui n'a pas de route, n'a pas de chemin de fer. Par exemple, voilà aussi une partie du site de la mine.
Voilà, il faut défiler les photos, il faut les défiler tous rapidement. Il y a une route qui est totalement en état de dégradation là-bas. Le goudron a disparu par endroits. Et alors que c'est une route qui traverse la zone, l'usine est au bord du goudron et la route là va vers le Ghana. Et quand vous rentrez dans le Ghana, vous voyez que les Ghanéens ont fait une très bonne route jusqu'à la frontière du Togo. Mais quand vous arrivez au Togo, vous avez une route qui est à certains endroits, le goudron n'existe plus. À d'autres endroits, quand le goudron existe, c'est juste des petites couches de goudron. Et puis, ben voilà. Donc, les usagers souffrent énormément. Et voilà la réalité. Donc, ce sont ces gens-là qu'on prend aujourd'hui pour nommer sénateur